Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans le 9e arrondissement de Paris pour partir à la rencontre de Gabriel Dufour dans les locaux d'Agridé. Agridé, c'est un think tank dédié au monde agricole. C'est en fait une institution qui conduit des groupes de travail réunissant des experts pour réfléchir aux problématiques auxquelles est confrontée l'agriculture française. Il en ressort des notes et des recommandations diffusées ensuite dans les institutions et entreprises agricoles. Gabriel Dufour est responsable communication d'Agridé. Pourtant, rien ne destinait cette passionnée à travailler dans l'agriculture. Parisienne et issue d'une famille d'écologistes convaincus, elle renoue le lien avec les agriculteurs en fondant une AMAP. C'est une association de quartier qui permet aux adhérents de recevoir directement des produits expédiés par les agriculteurs. C'est alors une véritable découverte pour Gabrielle, qui en vient même à lancer une start-up dans le monde agricole avant de rejoindre Agridé. Dans cet épisode, elle nous raconte ce parcours hors norme et sa vision de l'agriculture française. Bonne écoute! Bonjour Gabrielle. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Oui, donc je suis Gabrielle Dufour, représentante de la communication chez Agridé. Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. Un think tank, déjà, la définition d'un think tank. Avec plaisir. C'est dur à dire. Voilà, think tank, c'est un mot anglais. Alors en français, c'est réservoir d'idées, ou on peut dire aussi un laboratoire d'idées. Donc ici, tu es dans un lieu d'expertise, de conférences, de débats qui vise à produire des idées et des propositions pour tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, donc de l'agriculteur jusqu'à toutes les filières agroalimentaires et de l'agro-industrie. L'intérêt d'Agridé, c'est de permettre à tous ces acteurs de participer aux réflexions, de les mettre au centre des réflexions. Donc c'est pas un think tank qui réfléchit pour les agriculteurs, c'est un think tank qui réfléchit avec les agriculteurs. Et ces propositions sont variées, de domaines variés. On peut faire des propositions d'ordre juridique, d'ordre économique, sur des problématiques sociales, sociétales, environnementales, tout ce qui gravite autour de l'entreprise agricole. Et là, on est en plein cœur du 9e arrondissement, au dernier étage, avec une magnifique terrasse. Vous êtes bien ? Oui, on est vraiment très bien. Ce sont des très, très beaux locaux. Alors, pour la petite histoire, Agridé s'appelait la SAF avant, donc Société des agriculteurs de France. Je te dis ça parce que la SAF habite les locaux depuis 1867. Donc le 8 rue d'Athènes, c'est vraiment une adresse historique et emblématique. Voilà. Et je crois que toi, tu es parisienne, tu étais kiné puis ostéopathe, j'ai vu. Oui. Donc rien n'avait vocation à ce qu'on soit aujourd'hui en train de parler ensemble d'agriculture. Ça a été quoi pour toi le déclic de te lancer dans le monde agricole ? Oui, alors moi j'ai eu une première vie professionnelle dans la santé que j'ai adorée, avec un réseau tout à fait différent et avec des problématiques très différentes de celles que je vis aujourd'hui. Alors le lien, j'ai quand même travaillé 18 ans dans ce milieu-là, j'avais envie de voir autre chose et puis le déclic, ça a été de créer une AMAP à Paris. Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc c'est la mise en relation d'un groupe de particuliers, de consommateurs en direct avec des producteurs, en général bio, locaux, et toute cette expérience a été pour moi, j'ai eu un coup de foudre pour le monde agricole, d'être un intérêt presque qui vire à l'obsession sur les problématiques agricoles. Le point d'entrée, donc, pour moi, ça a été les problématiques écologiques et comment, en tant que consommateur, on peut participer à ces transitions et accompagner des agriculteurs dans ces transitions. Ça, c'était mon point d'entrée, bien sûr, et il a beaucoup évolué depuis. Tu as un souvenir de la première fois que tu es allé voir l'agriculteur avec ton AMAP et que tu te dis « Ah ouais, c'est dingue ce qu'il est en train de faire et ça me passionne et j'ai envie de rester là-dedans maintenant ». Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, les premières... c'est vrai que les premières visites de ferme, elles ont été très, très révélatrices. Pour moi, en tout cas, c'était plus l'idée que ça ne correspondait pas du tout à ce que j'imaginais. J'avais une image très, très idéalisée, je pense, d'un type d'agriculture, beaucoup d'idées qui se sont un peu confrontées à la réalité. J'ai vu
de plein de belles choses, mais j'ai vu aussi des choses qui étaient pas parfaites. Et ça a été un peu salutaire pour ma compréhension de l'agriculture. Ça m'a permis de revoir un peu tous mes préjugés. Après, le coup de foudre, il s'est poursuivi, je vais dire, sur les réseaux sociaux, parce que ça m'a donné envie, cette AMAP m'a donné envie de connaître un peu toutes les agricultures. Et je comprenais pas pourquoi, si moi je faisais une AMAP, on pouvait pas créer des AMAP à l'infini et puis transformer tout le système agricole. J'étais pas très... c'était un peu ambitieux, on va dire. C'était, voilà, plein de bonne volonté. Voilà, plein de bonne volonté, plein de aussi d'idées, voilà, comme je te disais, d'idées un peu préconçues sur l'agriculture. Et finalement, c'est aussi les réseaux sociaux qui m'ont permis de connaître beaucoup d'agriculteurs différents, des types d'agriculture différentes. Et puis c'est ça qui m'a vraiment permis de me remettre en question. Et puis c'est des rencontres qui ont eu lieu plus tard. Et je lisais un article où tu disais, je cite, parce que c'est pas moi qui dis ça, j'étais bourrée de certitudes et de préjugés sur l'écologie et sur l'agriculture. Et dans l'article, tu continues d'expliquer que c'était de par ton éducation familiale, c'est ce qu'on t'avait finalement appris, tous ces préceptes écologiques. Je sais pas si on peut les appeler comme ça. Oui, mais... ouais. Moi, je pense que les préjugés sur le monde agricole, je les ai tous eus. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. J'ai grandi dans une famille écolo avec un seul discours et une seule histoire de l'agriculture, des discours très manichéens, avec beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, et puis oui, une forme de jugement très fort sur la bonne et la mauvaise agriculture, quoi, en gros. C'était quoi comme préjugé, par exemple ? Alors, par exemple, la taille d'une exploitation agricole définit un peu déjà la bonne et la mauvaise agriculture. Donc on ne peut pas être une bonne agriculture si on a une grosse exploitation. Voilà, ça c'était déjà un premier préjugé. Ensuite, en dehors de la bio, point de salut. C'était vraiment le discours que tenait ma mère. Mais parallèlement à ça, on n'était pas des consommateurs parfaits, hein, on mangeait pas tout bio, hein, loin de là, on n'avait pas les moyens. On consommait ce qui n'était pas bio, mais tout en le critiquant. Donc ça, c'est vrai que c'est un paradoxe et une critique que je fais maintenant aussi peut-être à ce type de consommation et de posture, mais que je fais a posteriori. Et du coup, quand tu as évolué dans ta réflexion, que tu t'es un peu plus ouverte au monde agricole et j'imagine tu nous raconteras, mais à découvrir en fait la notion de compromis. Comment ça s'est passé familialement parlant dans les repas de famille avec ta maman notamment ? Il y a des sujets qui sont difficiles, qui sont un peu difficiles d'aborder. Donc moi, souvent, je pars de l'angle de l'agriculteur et de l'agroécologie et des différentes formes que peut prendre l'agroécologie. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'en rencontrant des agriculteurs qui n'étaient pas forcément bio, qui pratiquaient par exemple l'agriculture de conservation des sols ou qui avaient des systèmes de polyculture élevage réfléchis dans leur ensemble, ou d'ailleurs, je t'en parlerai tout à l'heure certainement, mais des unités de méthanisation. Alors tout ça, c'est pour moi c'était des nouveaux modèles qui permettaient d'avoir une autre définition de l'écologie, des transitions écologiques. Donc j'essaie de parler de ça dans les repas de famille, c'est pas toujours évident. Et du coup, la plus grosse notion que tu as découvert, j'ai l'impression, c'est celle du compromis, en fait, des belles idées et puis de la réalité du terrain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup de préjugés et d'idées sur, comme je disais, la mauvaise et la bonne agriculture. Et ensuite, j'ai découvert, par exemple, en créant mon AMAP, on a des agriculteurs qui sont des producteurs, souvent de petite taille, en agriculture biologique. Et je pensais que c'était une agriculture un peu parfaite. En fait, elle ne l'est pas. Et puis, les gens ne sont pas parfaits non plus, bien qu'ils travaillent super bien. Hein. On est très content dans notre AMAP de les avoir. Mais c'est vrai qu'on a eu, par exemple, 2 échecs successifs de 2 maraîchers qui ont abandonné parce qu'ils avaient beaucoup d'idées et d'idéaux et qui se sont confrontés à la réalité et qui se sont un peu fracassés, on va dire, à la réalité qui est difficile. Hein. C'est que le maraîchage bio, c'est difficile, physiquement c'est très fatigant. Il faut avoir, ça demande beaucoup de technicité, beaucoup de main-d'œuvre. Ces compromis, je les ai découverts avec mon AMAP, mais je les ai aussi découverts avec des agriculteurs sur les réseaux sociaux. Comme je disais, des nouvelles formes d'agriculture que je ne connaissais pas et qui vont pour moi dans les transitions. Et ces agriculteurs-là sont pas parfaits non plus, mais les consommateurs ne sont pas parfaits non plus. Voilà, j'ai découvert que ces compromis que nous, les consommateurs, nous faisons lors de nos actes d'achat, hein, et ils sont nombreux, hein, nos compromis, hein, on est loin d'être parfaits, et les agriculteurs les font aussi. J'ai l'impression qu'il y a une tendance sociétale qui oppose écologie
et agriculture. J'ai l'impression que la mission que tu t'es donnée, c'est de réconcilier un peu ces deux notions et de montrer qu'elles peuvent ne pas être opposées. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est un peu mon histoire aussi qui veut ça. C'est que, à la fois, comme je disais, j'ai découvert d'autres types d'écologie. À la fois, je m'aperçois dans la communication que certains, l'écologie, c'est un peu une chasse gardée de certains milieux. Certains milieux, on va dire, écolos, d'où je viens, qui ont une seule définition de l'écologie et qui justement souffrent pas les compromis. Or, je trouve que beaucoup d'agriculteurs font de l'écologie. Alors l'écologie, justement, c'est pas toujours faire de la bio, ça peut être aussi éviter les gaspillages, utiliser moins d'intrants, être plus sobre, utiliser l'innovation aussi pour être plus efficace. La notion d'efficacité, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de très écolo. Donc, oui, les écolos, on va dire les citoyens écolos dont je fais partie, on a une vision souvent très, très, très partielle et très, très jugeante de l'agriculture et on ne comprend pas toujours ce qui peut être de l'ordre de l'écologie chez les agriculteurs. Cela dit, les agriculteurs, ils n'ont pas toujours la facilité à communiquer là-dessus. Et parfois, ils ont l'impression qu'ils me donnent, certains agriculteurs, c'est qu'ils n'osent pas s'emparer des sujets écologiques. Et ils n'osent pas parfois présenter ce qu'ils font d'écologique parce que l'écologie a quelque chose pour eux d'un peu péjoratif. C'est un terme parfois d'ordre péjoratif. Oui, c'est devenu... En fait, plus personne n'ose dire qu'il est écolo maintenant, paradoxalement. Je trouve ça... C'est pas marrant, mais c'est le cas. Aujourd'hui, écolo, c'est presque devenu un mot d'insulte quasiment. C'est ça. Alors, c'est quand même assez incroyable. Alors que vous avez des agriculteurs sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie qui vont faire, qui depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, améliorent l'état de leur sol, font du couvert végétal, diminuent leurs intrants, sont de plus en plus efficaces. Et au lieu de raconter cette partie qui, pour moi, c'est de l'écologie, ils vont s'insurger contre des écolos. Ils jugent assez durement ceux qui s'emparent des sujets écolos. Oui, parce que est-ce que d'un autre côté, on peut se contenter de dire de toute façon, ces citadins et ces Parisiens, ils comprennent rien et puis ils ont qu'à ils comprennent rien à la vie et nous on sait. Est-ce qu'on peut se contenter un peu de dire ça aussi? Oui, alors ça c'est une très bonne question. En fait, souvent les préjugés ils sont des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté les citoyens, les citadins, nous connaissons très peu et très mal l'agriculture. On est de plus en plus éloignés de l'agriculture. Avant, on avait tous un parent qui était agriculteur, de génération en génération, ça s'efface. On connaît très mal, donc on a beaucoup de préjugés sur le monde agricole. Les citadins, ça a toujours existé, mais dans l'autre sens, ça existe aussi, c'est-à-dire que le monde agricole a aussi beaucoup de préjugés vis-à-vis des citadins, vis-à-vis des écolos. Et voilà, donc moi j'essaie un petit peu au milieu de tout ça, de naviguer au milieu de tout ça, et puis d'essayer de faire communiquer ces deux communautés que j'aime beaucoup, qui ont beaucoup à s'apporter l'une à l'autre et qui finalement travaillent ensemble sur le terrain souvent. C'est plutôt des postures un peu idéologiques sur les réseaux ou sur tant qu'on se connaît pas, mais quand on se connaît, ça se passe un peu mieux. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est Christophe B qui te demande: est-ce qu'il est possible de mieux appréhender l'agriculture sans rencontrer les agriculteurs via les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut vraiment des rencontres en réel finalement? C'est une très bonne question de Christophe, oui. À titre personnel, moi, c'est les rencontres qui m'ont permis vraiment de cette compréhension, ce lien. Mais je pense que les réseaux sociaux, oui, bien sûr, permettent quand même de voir autre chose, permettent d'ouvrir des fenêtres dans les fermes. C'est un superbe outil qu'il faut utiliser. D'ailleurs, Christophe fait partie des France Agritweetos, j'en fais partie aussi. C'est une association qui essaie de promouvoir la communication du monde agricole et d'expliquer ce qui se passe dans les cours de ferme. Et ça, c'est un sujet vraiment très important. Est-ce que ça suffit? J'en ai aucune idée. Et tu parles des réseaux sociaux, tu prends beaucoup la parole sur Twitter notamment. À titre personnel, je me sens pas du tout à l'aise sur ce réseau social-là. D'une part parce qu'on a très peu de caractère pour s'exprimer et que pour l'agriculture, je trouve que c'est difficile de résumer des problématiques aussi complexes en aussi peu de caractère. Et d'autre part, je suis très gênée par la violence presque qu'il y a sur ce réseau social. Je le trouve très très dur. C'est terrible, oui. C'est une arène. Twitter, c'est une arène. C'est assez étonnant. Moi, dans la vraie vie, je supporte pas la violence et les disputes. Donc, c'est assez étonnant que ce soit un réseau sur lequel je me sente aussi bien. Alors, je crois que moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens parlent directement, qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. Effectivement, il y a un phénomène de coalition dans les réseaux sociaux qui fait que
que ces coalitions on finit par se retrouver avec des gens qui pensent comme nous, par être contre d'autres groupes qui pensent d'une autre façon. Donc ces coalitions peuvent faire croire que tu te retrouves dans une façon de penser unique. Mais il faut résister à ça. Et Twitter, dans Twitter, tu as aussi des très très beaux contenus. Il faut vraiment choisir les comptes à suivre, il faut choisir les associations à suivre. Et quand tu arrives à lutter un petit peu contre cette tendance à être un camp contre un autre, ou à être clivé, ou ça peut être un réseau très qualitatif où tu as accès à des politiques, à des scientifiques, à des associations en direct, à des personnalités publiques, à des agriculteurs. Donc on a accès à une information directe. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez qui peut être très qualitatif. Il faut vraiment résister, encore une fois, à la tendance, à la facilité qui nous amène dans les clivages et dans la haine, quoi, quelque part. Oui, il faut réussir à garder le meilleur et à mettre de côté le moins bon. Bon, on pourrait parler de toute cette problématique pendant des heures, mais pour poursuivre sur ton parcours, donc tu fondes cette AMAP, et après tu vas encore plus loin et tu te dis, je vais monter Data Farm. Je rigole parce que tu vas me raconter ce que c'est, et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est effroyablement technique, elle est complètement barrée de s'être lancée dans cette entreprise-là. Tu peux nous raconter ? Oui, Data Farm, c'est une start-up qui utilise l'énergie de la méthanisation pour verdir, on va dire, pour décarboner des data centers, puisque le data center, c'est des machines, des serveurs qui nous permettent d'avoir Internet, qui nous permettent d'avoir tout le numérique dont on a besoin aujourd'hui, et qui produit des gaz à effet de serre. Donc c'était encore une entrée écolo pour moi dans le monde agricole. La méthanisation, j'ai découvert ça donc avec Stéphane Petitbon, qui est le CEO de Data Farm. On a été très convaincus par la méthanisation. On a visité des premiers sites de méthanisation, et puis il a eu l'idée, effectivement, lui il travaille dans le numérique déjà décarboné, il a eu l'idée d'associer la méthanisation au data center. Du coup, concrètement, un méthaniseur, ça prend les biodéchets de la ferme, donc ça va être par exemple les effluents, d'élevage, le fumier, etc. Voilà. On le met dedans et il sort un biogaz qui en fait peut être utilisé pour produire de l'énergie. C'est exactement ça, voilà, qui est utilisé soit brûlé sur place pour produire de l'électricité et de la chaleur, soit injecté dans les réseaux de gaz pour être utilisé dans le gaz que tu utilises tous les jours. Et donc de plus en plus d'agriculteurs ont ces méthaniseurs sur leur ferme pour vendre cette énergie. C'est ça, parce que pour eux, à la fois, c'est une façon de diversifier, un revenu supplémentaire sur la ferme. C'est aussi une façon de diminuer les gaz à effet de serre de la ferme, puisque ça diminue les émissions de méthane des effluents d'élevage, notamment. Voilà, c'est aussi une façon d'accompagner la transition énergétique, puisque c'est le gaz décarboné, le biogaz est 10 fois moins émetteur que du gaz fossile. Donc c'est une énergie renouvelable, non intermittente. Donc là, c'est les agriculteurs qui sont des acteurs de la transition énergétique à part entière grâce à la méthanisation. Et on n'en parle pas beaucoup. Et du coup, vous vous êtes dit, on va mettre des data centers à côté. Donc, tu nous l'as dit, les data centers, c'est vraiment les données qui permettent de stocker les datas de nos emails, de nos cookies de navigation, toutes ces choses-là. Et vous vous êtes dit, on va mettre physiquement des data centers à côté des méthaniseurs pour utiliser l'énergie des méthaniseurs pour refroidir les data centers qui s'ils ne sont pas refroidis, exploseraient avec la chaleur. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'était d'intégrer un data center physiquement dans une unité de méthanisation pour améliorer le process énergétique, puisque on peut récupérer la chaleur qui est produite par un méthaniseur, par une cogénération, la transformer en froid, refroidir des serveurs, puis on peut rejeter la chaleur des serveurs pour chauffer des cuves de méthanisation. Donc tout ça, c'est vraiment du circulaire, c'est améliorer les process énergétiques, et puis c'est intégrer un data center dans ce process, dans cette amélioration de process énergétique. Donc ça avait beaucoup de sens, et c'était passionnant parce que ça n'avait pas encore été fait, et que moi sur la partie méthanisation, je m'occupais dans Data Farm Énergie donc de la partie agricole, des partenariats avec les agriculteurs, aller rencontrer des agriculteurs. Donc moi, à titre personnel, ça m'a permis, j'ai visité une quarantaine de fermes d'unités de méthanisation. J'ai interrogé environ 80 agriculteurs assez précisément sur leur système. Donc c'est vrai que ça me donne un retour d'expérience intéressant pour parler de méthanisation. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je me suis mise à parler un petit peu de méthanisation, de ces expériences que j'avais chez les agriculteurs. Et parfois,
on me sollicite parfois pour parler, alors que je ne suis pas du tout experte dans le domaine, mais on me sollicite parfois sur les réseaux sociaux, voilà, pour communiquer sur ce sujet. Mais du coup, quelle tête font les agriculteurs quand tu viens les voir pour leur proposer de mettre des serveurs sur leur ferme? Alors, les agriculteurs, contrairement à ce que tu peux penser, les agriculteurs ne sont pas surpris. C'est ça qui est quand même étonnant. En général, un agriculteur méthaniseur, il a déjà fait le travail de transformer un peu le modèle de sa ferme. Une unité de méthanisation dans une ferme, quand même, c'est un bouleversement. Enfin, c'est à la fois, ça vient améliorer un petit peu l'équilibre général de la ferme, mais c'est quand même du matériel, de la techno. C'est une petite usine à l'intérieur de la ferme qui produit de l'électricité décarbonée, de l'énergie décarbonée. Donc, il y a déjà beaucoup de techno, il y a déjà des serveurs, il y a déjà et il y a déjà un agriculteur qui s'est remis en question et qui a pensé un petit peu différemment sa production, sa ferme. Donc, quand on vient ajouter à ça, pourquoi pas un data center pour améliorer le processus, quelque part, pour eux, on améliore encore une situation qui est déjà bien remise en question. Et vous aviez lancé ça en quelle année? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, donc là, tu es en train de mettre un peu entre parenthèses Data Farm, oui. Et tu as rejoint Agridé récemment. Voilà, pourquoi tu as rejoint? Donc on l'a dit, c'est un groupe de réflexion sur les problématiques agricoles, on y reviendra, tu nous détailleras ça très bien. Oui. Mais pourquoi tu as fait le choix de rejoindre cette structure? Alors c'est une série de rencontres, d'opportunités, d'ouvertures. Moi, comme je disais tout à l'heure, je travaillais dans le milieu de la santé, donc qui n'a rien à voir. Je suis rentrée dans le milieu agricole par curiosité, par envie, et par intérêt. Et puis après, de la MAP à la méthanisation, je pense que j'ai beaucoup exploré, beaucoup posé de questions. Je me suis beaucoup moi-même interrogée sur ce qui me plaît. Et ce qui me plaisait vraiment, c'était d'être sur les réseaux sociaux et de comprendre les problématiques agricoles, comprendre les différentes influences, relations, coalitions entre les différents groupes, à la fois citoyens, professionnels, institutionnels et agricoles, bien sûr. Et ça, c'était ça. Voilà, vraiment, c'était ça ma passion. Et il se trouve que il y a 1 an, on a créé avec un groupe, un collectif, on va dire, de passionnés du monde agricole, une association qui s'appelle les Agriculteurs ont du cœur. Qui est Tu ne t'arrêtes jamais. Non, je ne m'arrête jamais. une association qui met en valeur les actions solidaires et positives du monde agricole. Le don, l'humanisme, l'accueil d'enfants handicapés à la ferme, etc. On a trouvé que vraiment mettre le projecteur dessus, ça développe des projets et puis on fait des événements autour des salons. Et dans ce cadre, dans la création de cette entreprise, j'ai rencontré Jean-Baptiste Millard, qui est le délégué général d'Agridé et avec qui on s'est tout de suite très bien entendu. Et quand il a recherché quelqu'un pour le poste de responsable communication chez Agridé, on en a parlé et ça a été une évidence à la fois pour moi et pour lui. Et depuis, c'est assez étonnant. Je pense que c'est un peu je suis depuis 6 mois chez Agridé. On en reparlera peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Pour l'instant, c'est un peu le job de mes rêves. Je suis là où j'ai envie d'être, au cœur des problématiques agricoles, avec des gens qui réfléchissent, qui débattent. Il y a du débat en interne. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion collective, d'intelligence collective mise à disposition de ces problématiques qui sont complexes, qui intègrent des dimensions sociales, sociétales, environnementales, économiques, etc., etc. Et là, on a des experts qui réunissent des acteurs du monde agricole très, très divers, qui donnent la voix, qui écoutent toutes les voix et qui débattent et qui cherchent des solutions et font des propositions. Donc c'est quand même, pour moi, ça n'a pas de prix. Ouais, mais ça se sent. Et concrètement, qu'est-ce que Agridé fournit au monde agricole? C'est quoi le rendu final de toutes ces conférences, ces débats, ces experts qui viennent réfléchir tous ensemble? Oui. C'est quoi concrètement à la fin le rendu? Alors, il y a des productions écrites. Agridé produit, organise d'abord des groupes de travail. Un groupe de travail, pour te donner une ordre d'idée, dure 1 an, réunit des experts de tout ordre, des scientifiques, des agriculteurs, des chefs d'entreprise,
entreprises, des institutionnels, des instituts techniques. Et à la fin de cette année de réflexion commune, et il y a environ une réunion par mois, il y a une production écrite d'une note qui synthétise tout ce travail qui a été fait en collectif et qui fait des propositions pour les acteurs du monde agricole. Alors là, je t'ai apporté plusieurs notes de nos experts. Là, par exemple, il y a la note sur le flexitarisme de Yves Le Morvan et Bernard Valuy, qui synthétise cette année de réflexion et qui fait des propositions à la fin pour accompagner les filières agricoles, agro-industrielles et agroalimentaires dans cette réflexion sur le flexitarisme, comment s'en emparer, comment est-ce que c'est une opportunité et si ça l'est, comment aller vers le flexitarisme. Agridé est situé en plein Paris, dans le 9e arrondissement. Vous réfléchissez beaucoup aux problématiques agricoles, mais comment on fait pour représenter les agriculteurs et faire des choses qui soient applicables sur le terrain et qui aient à la fin, au bout du bout, un impact sur les terres agricoles. Ouais, c'est une très bonne question. Alors d'abord, on ne représente pas les agriculteurs. Voilà, ça c'est vraiment, on n'est pas un syndicat, on n'est pas l'activité think tank, vraiment réflexion, lieu de réflexion. Elle s'est vraiment réfléchie dans les années 90-2000, puis elle a été vraiment, elle s'est concrétisée par le passage de l'ancienne SAF, Société des agriculteurs de France, à Agridé en 2014. Et donc là, on est vraiment dans de la réflexion. Donc on ne représente pas les agriculteurs. Par contre, on réfléchit avec eux sur des questions qui les concernent. Et notre conseil d'administration est constitué d'une vingtaine de personnes qui sont presque tous agriculteurs. Ils sont tous agriculteurs dans toute la France. On essaie d'avoir une représentation un peu dans notre conseil d'administration de différentes formes d'agriculture. Donc on a des agriculteurs différents, des éleveurs, des céréaliers, des maraîchers. On a différentes formes, on a des bio, des pas bio, etc. On a toute cette représentativité déjà au sein du conseil d'administration. Et le conseil d'administration, c'est important parce que c'est des gens qui vont vraiment participer, qui vont vraiment donner des idées, du temps. D'ailleurs, beaucoup de nos éditos sont écrits par nos administrateurs. Et ce qui fait votre spécificité aussi, c'est votre indépendance, et ça va être la minute économie du podcast, parce que je trouve le modèle économique très original. Oui. Tu peux nous raconter ? Oui. Alors, Agridé est propriétaire de ces murs. C'est-à-dire que nous sommes au 8 rue d'Athènes depuis 1867. Alors, bien sûr, en 1867, c'était pas nous, c'était pas Agridé, c'était la SAF, donc la Société des agriculteurs de France, qui, au départ, c'était un regroupement de comtes et de marquis, ce qui a été reproché suffisamment à la SAF, mais qui est à la fois son atout, puisque propriétaire de nos locaux. Nous louons une grande partie de nos locaux à des entreprises, à des écoles de commerce, à un certain nombre d'acteurs économiques, et ce qui assure notre indépendance financière, puisqu'à 75% de nos revenus, c'est du foncier. Voilà, 25% seulement, c'est nos adhérents, les adhésions et les dons. Ouais, ce qui vous permet d'être complètement indépendant. Quand vous rédigez vos notes, vous dépendez de personne, il n'y a personne à votre capital pour vous financer. Exactement. Vous avez la liberté de penser. Exactement, c'est une très grande chance, je pense. C'est vraiment une très grande liberté que nous avons. Et d'ailleurs, moi, je le vois au quotidien. Nos experts, comme je disais, entre eux, parfois, il y a de la contradiction en interne. Il y en a qui ne se parlent plus pendant 2 jours après ou pas? Non, quand même pas, parce que justement, on essaie toujours de rester, de débattre. Ici, c'est un lieu de débat où il faut rester ouvert, au constructif, exactement. Eh bien, écoute, en tout cas, bravo, parce qu'au bout de 6 mois, tu vends très bien ton sujet. Merci. Et il y a encore un détail que je n'ai pas précisé, c'est que on a une journaliste, Isabelle Delourme, qui édite une revue qui est spécifique à Agridé et qui est 4 fois par an, qui sort 4 fois par an avec des articles de fond, avec un contenu qui est aussi très intéressant, qui n'est pas forcément celui-ci accessible au grand public, donc il faut être adhérent, mais c'est vrai que ça, c'est un peu notre spécificité. On a aussi un contenu éditorial vraiment de qualité sur cette revue. Oui, et on m'a offert la dernière, donc voilà. Je repars avec. Très bien, et je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi de t'investir dans le monde agricole ? Moi, je suis très fière, oui, en effet. Alors d'abord, faut que je dise que j'admire le monde agricole, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour
ce monde. Après l'avoir beaucoup critiqué, finalement, tu vois, je l'admire. Et puis, je suis fière de participer à mon niveau, à mon tout petit niveau, à sa progression, à des réflexions qui tirent vers le haut, et puis et voilà, fière aussi d'essayer de faire ce lien entre les citoyens et les agriculteurs. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis ? Oui, alors dans ton prochain repas entre amis, tu peux dire que les premiers adhérents d'Agridé, enfin qui était la SAF à l'époque, en 1867, on a eu Louis Pasteur, on a eu le baron Haussmann, on a eu le général MacMahon, voilà, c'était un peu voilà, the place to be. Les people étaient tous là. C'est ça. Et la dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou suivre ton actualité et celle d'Agridé ? Alors sur Twitter, qui reste quand même mon réseau principal. Alors Agridé a un compte qui est avec beaucoup d'actualités. Et puis moi je suis aussi présente, je suis Gabrielle Dufou 5. Okay. Voilà. Parfait. Bon, mais merci beaucoup pour ton accueil, Gabrielle, c'était vraiment très intéressant. Merci à bientôt. À toi, Louise, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.